Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions et ensuite, je ferai une petite revue de presse sur des sujets qui me tiennent à cœur, qui sont des sujets internationaux et également nationaux. Mais des sujets comme, par exemple, l'assassinat de ce député britannique et puis, bien entendu, l'agression du Hezbollah au Liban. Mais maintenant, je réponds à vos questions. C'est une question qui nous vient du Canada. Bonsoir du Canada, Philippe. À ton avis, quelle est la zone de conflit qui est la moins bien couverte? Eh bien, bonjour mes amis canadiens. Ça dépend ce qu'on appelle couvert. Moi, quand je couvrais une zone de conflit, d'abord j'allais presque de tous les côtés, et puis j'étais un acteur complètement neutre de cette guerre. Or maintenant, c'est plus du tout la même chose. C'est plus du tout la même chose car beaucoup de chaînes internationales utilisent des correspondants qui, eux, ne peuvent pas être indépendants car ils dépendent d'un côté ou d'un autre. Ils ne peuvent pas être indépendants. Alors tu me demandes quelles sont les zones de conflit qui sont le moins bien couvertes. Ben moi, je dirais qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que justement, il n'y a plus cette possibilité d'envoyer des journalistes qui sont indépendants dans beaucoup de situations. C'est un vrai problème. Par exemple, les chaînes françaises n'envoient presque plus de gens en Syrie. D'ailleurs, ils n'en envoient plus, soyons sérieux. Pourquoi ils n'en envoient plus? Parce qu'il y a eu un mort, un gars d'envoyé spécial, et depuis, c'était en 2013 ou en 2014, et depuis, ils n'en envoient plus. C'est terminé. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prennent contact avec des gens qui sont sur place, qui sont évidemment acteurs, encore une fois, acteurs, et non pas seulement journalistes. Ils ne sont pas journalistes, ils sont acteurs, pour la plupart. Donc là, c'est un vrai problème. Donc, moi, je te dirais, il y a beaucoup de zones qui ne sont pas couvertes. Des zones de guerre qui ne sont pas couvertes, par exemple, c'est le Donbass. Alors, pour deux raisons, le Donbass. Parce que ça ne se vend pas en Occident. Personne ne veut voir la guerre du Donbass en Occident. Les chaînes ne veulent pas le voir. Et puis, d'autre part, les gens qui vont au Donbass sont affiliés à tel ou tel camp. C'est ainsi. C'est Algériaski qui me pose la question suivante. Bonsoir. Par exemple, en ex-Yougoslavie, vous dormiez où le soir? Il n'y a que des bâtiments éventrés, des maisons abandonnées, sans porte ni fenêtre. Bah, alors, il y avait deux solutions quand tu étais à Sarajevo. C'était tu partais avec les autres journalistes et t'allais dans un hôtel qui s'appelait l'Holiday Inn, ou alors tu partais avec les combattants. Moi, je suis parti avec les combattants, qu'ils soient bosniaques ou serbes. Je suis parti avec eux, j'ai couché avec eux, je suis allé avec eux, tout le temps. Je ne le regrette vraiment pas. Je vivais avec eux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils avaient confiance en moi. C'est qu'on prenait les mêmes risques. Michel Abété, qui me pose la question suivante. Monsieur Buffon, il parle de Goran, cet étudiant. C'est un étudiant que j'avais rencontré à Sarajevo. Alors, est-ce qu'il comprend les véritables enjeux politiques, stratégiques et géopolitiques
n'y a-t-il pas une certaine naïveté dans ses propos? Je crois, Michel, qu'il ne faut pas chercher naïveté, c'est que ce jeune homme en avait tellement marre. Il en avait tellement marre de la guerre. Comme tous d'ailleurs, qu'ils soient serbes, bosniaques ou croates, ils en avaient tellement marre. Tous, tous les combattants que j'ai pu voir dans le monde entier en ont ras-le-bol. Tous. Parce qu'ils ne voient pas, ils ne voient pas pourquoi ils risquent leur vie. Ils ne voient pas pourquoi. Pourquoi? Pour quelle cause? Ils ne la voient pas. Et ils ne voient pas pourquoi ils tuent non plus. C'est un traumatisme épouvantable. Et puis quand la guerre s'arrête, eh bien, il y a ce stress qui reste derrière. Mimi, 22-32. Qu'est-ce qui se passe après la guerre? Qu'est-ce qui se passe pendant la guerre? C'est du stress, de l'angoisse? Ben oui, c'est ce que je disais, c'est ce que j'étais en train de dire à Michel, Mimi. C'est du stress, de l'angoisse, de l'horreur. C'est tout ça en même temps. Pour les combattants, pour les gens qui voient tout ça, pour nous, journalistes, qui voyons tout ça, c'est la même chose. Moi, je sortais de plusieurs guerres quand je suis arrivé en ex-Yougoslavie. J'avais fait toute la guerre du Liban. J'y avais noué des amitiés profondes. Et quand je suis parti en ex-Yougoslavie, après être allé en Irak, etc., etc., et bien quand je suis parti en ex-Yougoslavie, ben, j'ai vu la même chose. Ça se répétait. Et avant le Liban, il y avait eu le Vietnam, avant le Vietnam, enfin bon, voilà. Oui, voilà, c'est toujours la même chose. Donc oui, désespoir de la part des journalistes aussi. Démoné, est-ce que vous êtes reparti dans des pays où vous aviez travaillé? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, je suis reparti dans plein de pays où j'avais travaillé. J'y suis même allé en tant que touriste. Alors, tu me demandes aussi, alors pourquoi ne venez-vous pas au Canada? Ah, mais oui. J'aimerais bien repartir au Canada. J'avais fait tout un reportage sur la résistance vietnamienne et j'étais passé au Canada. Mais là, oui, j'aimerais bien repartir au Canada et au Québec encore mieux, encore mieux. Et au Québec, oui. C'est une très belle région, tu as raison. Eh bien, bienvenue sur ma chaîne, mes chers Canadiens. France me pose la question suivante. Avez-vous fait autrefois des cours pour journalistes qui préparent des missions dangereuses en zone de guerre? Ah non, non, non. Non, France, d'abord, ça n'existait pas. Moi, ça n'existait pas à mon époque. Je suis un vieux monsieur, France, tu sais. Donc moi, ça n'existait pas. Il n'y avait pas tout ce genre de choses qui existent maintenant. Oui, c'est vrai. Et puis d'autre part, moi, j'étais déjà formé. Car moi, j'ai été militaire. Pas pendant longtemps, mais j'ai été militaire. J'ai été militaire dans une zone de guerre. Tu vois? Je suis allé en opération dans une zone de guerre. Et donc, je savais ce que c'était quand moi, je suis parti au Vietnam. Enfin, si peu. Parce que la zone de guerre que j'avais connue,
n'avait rien à voir, mais vraiment rien à voir avec la guerre du Vietnam. Mais vraiment rien. Moi, la zone de guerre que j'avais connue, c'était du pipi de chat à côté de la guerre du Vietnam, franchement. Mais bon. Enfin oui, j'étais entraîné. Que pensez-vous de l'évolution actuelle du métier de photographe? Moi, je pense, je suis absolument sûr que le métier de photographe a pu évoluer d'une façon extraordinaire. Car le fait de pouvoir avoir des photos immédiatement, de pouvoir les visionner, mais de pouvoir les envoyer immédiatement, c'est fabuleux. Est-ce que tu te rends compte que moi, par exemple, avec mon pote François, on était bloqué à Saïgon. Donc, après le 30 avril 1975. Il y avait donc, je ne sais plus combien de journalistes, et on était une quarantaine de photographes, hein, attention, quand même. De toutes les agences du monde, de tous les grands journaux du monde, etc., etc. Eh bien, on était là, on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas envoyer nos bobines, on ne pouvait rien faire. Absolument rien. C'est absurde. Tellement absurde que nous sommes rentrés un mois plus tard. Et figure-toi que un mois plus tard, les journaux ne nous ont pris que mais très peu de photos, parce que c'était plus de l'actu. Même Match, bon, ils ont fait un cahier spécial, mais Life Magazine, il a fallu qu'il fasse le Life de l'année pour faire un cahier sur la chute de Saigon. Tu te rends compte? Incroyable, c'était incroyable. Rien. Alors, avec le numérique, mais t'envoies immédiatement tes photos, c'est fantastique. C'est distribué immédiatement et tout. C'est extraordinaire. Bon, maintenant j'aimerais bien vous faire une revue de presse condensée de ce qui s'est passé. Alors, on va commencer par le Liban. Il y a 2 jours, au Liban, le juge qui était considéré comme le juge qui allait enfin pouvoir condamner les hommes politiques affiliés au Hezbollah qui pouvaient avoir une responsabilité dans l'explosion du port de Beyrouth, ce juge a été démis de ses fonctions et quelques heures plus tard remis dans ses fonctions. À ce moment-là, le Hezbollah a fait une manifestation avec des hommes en noir cagoulés et armés. Ceux-ci ont tiré, il y a eu plusieurs morts. Alors, moi je pose une question, qu'est-ce que fait l'Occident? Que font les pays qui sont les alliés du Liban, qui sont les alliés depuis toujours, comme la France? Va-t-on sacrifier le Liban à l'Iran? Autre problème. En Afghanistan, les pays européens et les États-Unis négocient avec les talibans. Et ils négocient avec les talibans contre qui? Contre le fils de Massoud, l'ancien résistant afghan, qui a toujours, je dis bien toujours, détesté les islamistes. Qu'est-ce qu'on fait là? Vers quoi se dirige-t-on? Est-ce qu'on va, par exemple, armer les talibans contre Daesh
Mais c'est kiff bourricot. On est en train de faire une erreur monumentale. Monumentale. Alors, à voir bientôt. Cette semaine, autre chose, l'assassinat d'un député britannique dans une église, hier. C'est un acte de terrorisme. Maintenant, c'est passé dans les mœurs. Et le même jour, c'est l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. Alors Samuel Paty, je vous le rappelle, c'est un professeur de français, de philosophie, qui a été assassiné il y a 1 an par un islamiste tchétchène en France. Il a été décapité à une centaine de mètres de son école parce qu'il avait montré des dessins du prophète, des caricatures du prophète. Et alors, en France, on peut caricaturer qui on veut. Où est le problème? J'espère que ces réponses vous ont plu. Et puis, à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.